Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce deuxième webinaire consacré à l'investissement non coté. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Gaudry pour notre deuxième webinaire ensemble, qui est le responsable de la distribution et partenariat chez Apax by 72. Bonsoir Paul. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Jean-Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Merci de l'invitation. Alors, pour rappel, vous pouvez vous poser donc vos questions dans l'onglet questions pour ceux qui connaissent l'outil. En bas à droite, on va également animer ce webinaire et le rendre dynamique par le biais de sondages pour connaître un petit peu votre appétence et votre connaissance du private equity. On va vous donner ce soir des solutions concrètes. On va revenir sur les détails de comment fonctionne le non-coté. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations qui arrivent sur cette thématique d'investissement. Donc, je vous souhaite à tous un très, très bon webinaire. Et pour démarrer, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de lancer une première question et un premier sondage. Donc, savoir si vous avez, oui ou non, investi dans le private equity. Hop, comme ça va nous donner un peu une tendance pour démarrer. OK. Donc, on est plutôt sur des auditeurs qui veulent plutôt s'y intéresser, mais qui n'ont pas encore investi. Donc, ça tombe très, très bien. Ce soir, on va vous sensibiliser au private equity. Formidable. Alors, on démarre. Ce soir, on va revenir. Donc, je rappelle qu'on avait fait 3 webinaires sur ce thème. Premier webinaire que nous avons fait au mois d'octobre, qui était l'introduction au private equity, aux actifs non cotés. De quoi parle-t-on ? Ce soir, on va vous donner des solutions de l'investissement en private equity. Et on aura un troisième webinaire qui sera un focus dédié à l'offre Apax au travers de nos contrats d'assurance vie que nous avons au sein d'Epargnissimo. Alors, pour revenir sur Epargnissimo, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je reviens très brièvement dessus. On est donc acteur de l'épargne en ligne depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, notre métier, c'est de construire des produits qui sont adaptés aux épargnants, qui sont adaptés aujourd'hui dans un monde qui bouge. L'idée, c'est également d'apporter une qualité de produit, puisqu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, et on met l'expertise de la gestion privée, puisque je rappelle qu'Epargnissimo est une filiale d'un groupe de gestion privée. On met l'expertise de la gestion privée au service des épargnants français aujourd'hui. Donc, on est créé en 2010, on a aujourd'hui plus de 2500 clients, une communauté qui est de plus en plus grande et qui s'étoffe de plus en plus. On est une société totalement indépendante dans le marché, et donc, comme je le disais, on est une filiale d'un groupe de gestion privée. Aujourd'hui, 2 axes. L'axe assurance vie, un des placements préférés des Français, et l'axe épargne retraite au travers d'un plan d'épargne retraite. Donc, c'est les 2 axes que nous avons en termes de développement et en termes de commercialisation au sein d'Epargnissimo. Nos points forts, bien évidemment, c'est la diversité des supports financiers. On va y revenir ce soir au travers de l'offre que nous offrons donc en non-coté. On a des frais parmi les plus bas du marché. Et on a plusieurs modes de gestion à votre disposition si vous avez besoin d'être accompagné dans les allocations d'actifs. Alors, comme je le disais en introduction, ce soir, nous avons la chance d'avoir Paul Gaudry, qui est le responsable de la distribution et partenariat chez Apax by 72. Je vais le laisser se présenter. Paul, je t'en prie, on est heureux de t'accueillir, heureux de t'avoir pour débriefer aujourd'hui sur un actif, des actifs, sur un investissement aujourd'hui qui est de plus en plus plébiscité par nos clients. Merci beaucoup Jean-Olivier. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Pour me présenter très brièvement, moi j'ai la chance de représenter cette très jolie maison 72 qui a été créée il y a plus de 50 ans. J'ai rejoint cette maison il y a 1 an et demi et je suis en charge d'animer nos partenaires distributeurs pour qu'ils puissent utiliser dans leurs allocations auprès de leurs clients finaux cette belle classe d'actifs qui est le private equity. Avant cela, j'ai travaillé sur les marchés cotés, donc ce qui m'apporte un prisme un peu différent. J'ai travaillé dans une très belle maison indépendante française pendant près de 5 ans. Et avant cela, j'étais moi-même entrepreneur. Donc parler de private equity, c'est finalement revenir à mes premiers amours. Et je suis très content de représenter une classe d'actifs qui donne du sens, je dirais, en investissant dans l'économie réelle et dans du concret. Merci Paul pour cette présentation très exhaustive. Alors, on a déjà les premières questions, je vais y revenir derrière. On a déjà des premières questions qui vont nous permettre justement de certainement d'avoir un point d'ancrage
et un fil conducteur tout au long de notre webinaire. Est-ce que tu veux revenir juste sur Apax by 72? Je pense que ça mérite quand même un petit focus. Avec grand plaisir. Alors pour vous expliquer, donc la société de gestion historiquement s'appelait Apax Partners. On l'a rebaptisé 72 en 2023 dans une phase d'européanisation de notre société. Donc on est 100% indépendant, créé en 1972, d'où le 72. Et notre métier, il n'a pas changé. On est un acteur du private equity. On investit exclusivement en capital dans des sociétés françaises et européennes non cotées en bourse. Et pour le marché français que je représente devant vous ce soir, le marché de la distribution de produits financiers auprès d'un public final intermédié par des structures comme vous et par Nissimo, on a gardé un label Apax by 72. C'est ni plus ni moins les solutions de 72 qui vous sont réservées à vous, épargnants privés. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une typologie de clientèle qu'on a historiquement accompagnée, mais qui a tendance, et on va en parler ce soir, à beaucoup se démocratiser. Donc on accueille de plus en plus d'épargnants privés via leurs conseillers en gestion de patrimoine dans nos solutions d'investissement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me permets d'intervenir avec joie ce soir avec vous. Alors, Paul, je me permets de rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, qu'on soit bien d'accord. On parle de démocratisation, on ne parle pas de dégradation. C'est-à-dire que concrètement, l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'au travers de l'offre d'Apax by 72, on va vous donner non seulement accès aujourd'hui à des solutions qui sont normalement ou à la base réservées à des clients institutionnels, car vous allez bénéficier de ce qu'on appelle du co-investissement. Et on va revenir dessus. Et ça, j'aimerais que ça soit aussi notre fil conducteur tout au long de ce webinaire. C'est-à-dire que concrètement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on vous fait investir dans des supports d'investissement qui sont aujourd'hui d'une qualité institutionnelle et qui offrent finalement une performance proche de ce que les institutionnels peuvent avoir. Tu as parfaitement raison et on le verra tout à l'heure. Ce qui est hyper important, c'est que lorsque vous rentrez dans des solutions dites beaucoup plus accessibles, l'idée de savoir dans quoi vous investissez in fine, dans notre cas, les sociétés dans lesquelles vous pourriez investir via typiquement l'assurance vie, dont on va parler ce soir, ce sont exactement les mêmes sociétés dans lesquelles investissent nos investisseurs institutionnels via des véhicules spécifiques où là, les tickets d'entrée sont à plusieurs millions d'euros, mais on parle bien du même sous-jacent, de la même qualité, comme tu le disais, institutionnelle. Et ça, tu as parfaitement raison de le rappeler. Démocratisation ne veut pas dire de mettre en place un stock picking avec des sociétés qui ne seraient pas les mêmes en fonction de la typologie d'investisseurs. Ce sont bien les mêmes sous-jacents que vous aurez en portefeuille. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la durée d'investissement pour voir si concrètement vos appétences, votre objectif, votre horizon d'investissement colle avec ce qu'on peut attendre d'un investissement en non coté. Alors, je vais vous poser la première question. Hop. Donc, sur quelle durée êtes-vous prêt à immobiliser votre capital aujourd'hui dans un investissement private equity? C'est une grande question à laquelle aujourd'hui il faut pouvoir répondre. Donc, j'ai 5 à 10 ans, 50%, 57%, moins de 5 ans. J'ai quand même un certain nombre de réponses à moins de 5 ans. On verra si c'est possible ou pas. Paul, tu nous répondras si concrètement c'est réalisable ou pas d'investir à moins de 5 ans et à plus de 10 ans. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir vraiment nos calés et d'avoir un fil conducteur là aussi sur des réponses à vous apporter. Deuxième question, quelle est la quote-part que vous seriez prêt à allouer au private equity aujourd'hui ou au non-coté plus globalement et quelle est la quote-part raisonnable aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler du non-coté, puisqu'il faudra rappeler quand même les conditions du non-coté. On y reviendra tout à l'heure, entre autres les questions de liquidité, les questions de conservation, voilà, et la particularité de l'investissement dans le non-coté au travers des contrats d'assurance vie. Donc moins de 5%, mais c'est assez équilibré, moins de 5%, entre 10 et 20%. J'ai à peu près quasiment un tiers sur chacun des réponses. Je pense que tu vois les réponses en direct, Paul, donc ça nous permet vraiment d'avoir là aussi des réponses à vous apporter. Alors, super. Pourquoi et comment investir dans le private equity? On va y revenir avec Paul tout au long de ce webinaire. On répondra bien sûr à vos questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de traiter les questions certainement en fin de webinaire, voir si finalement on vous a apporté toutes les réponses. Mais n'hésitez pas à les poser. Là, je vois que ça tombe au fur et à mesure. On a déjà pas mal de questions qui nous sont posées. Alors, Paul, peux-tu revenir sur les principales raisons d'investir dans le private equity, s'il te plaît?
Bah, avec grand plaisir. Alors déjà, je pense qu'il est hyper important d'avoir en tête, il faut prendre un peu de recul. Le private equity, c'est une industrie qui est jeune. Elle est très dynamique. J'ai la chance, moi, de travailler dans une maison qui est indépendante, qui a été créée il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 associés au capital de la firme qui m'emploie. Et quand je parle avec nombre d'entre eux, ils font ce métier depuis des années, depuis plus de 20 ans pour certains. Et ils n'auraient jamais imaginé, il y a 20 ans, que le private equity prenne une telle place aujourd'hui. Faut se remettre dans le contexte, c'est beaucoup plus jeune que typiquement les actions cotées en bourse, etc., qui ont beaucoup plus d'ancienneté et on peut analyser beaucoup plus de choses. Si on doit avoir en tête quelques chiffres, le private equity, c'est près de 90% du tissu économique. C'est qu'en fait, enfin, je vais le prendre dans l'autre sens, c'est que si vous ne faites pas de private equity, vous vous privez de près de 90% des entreprises au niveau mondial. Le tissu non coté, le private equity, c'est vraiment un marché extrêmement profond et qui a finalement su développer des facteurs clés de succès qui ont été extrêmement acycliques et en fonction de différentes tendances dans des contextes de taux bas, de taux faibles, de crise de la tech, des subprimes, etc. Il y a des facteurs clés de succès qui ont su émerger de ces classes d'actifs. On a essayé de les rappeler sur la droite du slide de cette diapositive. Je pense que tout d'abord, il faut garder en tête l'extrême sélectivité. Je vous le disais, c'est un vivier extrêmement profond. L'idée, c'est de ne pas acheter une société en un claquement de doigts, parce que tout d'abord, lorsque un fonds d'investissement comme nous, on décide en tant qu'actionnaire majoritaire d'acheter une société, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. En général, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs trimestres. On peut parler parfois même de 18 mois, le temps de rencontrer un entrepreneur, de faire ce qu'on appelle des due diligence, des enquêtes, des audits de l'entreprise pour analyser l'entreprise, son secteur, ses fournisseurs, la qualité de tout un tas de choses. Donc en fait, premièrement, je pense que la sélectivité, c'est ce qui permet d'expliquer la performance, l'intérêt principal d'investir dans des sociétés non cotées dans le private equity. Ensuite, je pense qu'il faut avoir en tête qu'on a une gestion extrêmement active. Lorsque nous sommes actionnaires majoritaires, comme c'est le cas chez nous, chez Apax, on va mettre en place des gouvernances, une gestion très active, où on ne fait pas simplement un investissement et on attend de voir ce qui se passe. On va vraiment mouiller le maillot pour accompagner les équipes de management sur des sujets extrêmement opérationnels, que ce soit historiquement l'intégration et la transformation digitale. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est implémentation de l'intelligence artificielle, les critères extra-financiers, etc., etc. Donc, on est extrêmement actif dans la création de valeur opérationnelle de la société. Et puis, c'est une maîtrise du timing. Lorsque vous êtes actionnaire majoritaire d'une société, vous décidez de beaucoup de choses, mais non seulement du timing. Quand est-ce que vous allez vendre l'actif? Si on estime que seulement au bout de 3-4 ans, il y a une possibilité de sortie intéressante, on peut décider de vendre. Si à l'inverse, on se rend compte qu'on est en bas de cycle, qu'on ne serait pas dans la meilleure position pour vendre l'entreprise, et ben finalement, on peut décider de porter l'actif encore quelques temps pour le revendre dans de meilleures conditions. Donc tous ces facteurs clés de succès, finalement, ils expliquent que typiquement, quand on le voit au milieu de cette diapositive, c'est une étude qui a été faite par France Invest, qui est un peu le syndicat du non-coté en France, hein, si je caricature. Bon, on voit que le non-coté, quand on regarde sur les 10 dernières années, sur 10 ans, on voit qu'il y a une surperformance du private equity au sens large, hein, parce que le private equity, ça avait fait l'objet de notre précédent webinaire, ça regroupe beaucoup de sous-segments. On peut aussi bien considérer qu'il s'agit des startups, des sociétés un peu plus matures, on parle de capital développement, de sociétés non cotées très matures, c'est ce qui nous intéresse chez Apax, on parle de capital transmission ou de LBO. Quand on mélange tous ces segments-là, le private equity, le capital investissement en français, bah, ça surperforme les marchés cotés, ça surperforme l'immobilier et ça surperforme les fonds alternatifs, dits les hedge funds. Donc finalement, En complément, Paul, ouais. ce que j'aimerais rajouter pour nos auditeurs ce soir, nos épargnants qui nous écoutent, ce qu'il faut qu'ils prennent en compte, c'est que les choses ont fortement évolué dans les années 2018-2019 avec la loi Pacte. La loi Pacte est venue démocratiser l'accès aux non-cotés. Ça, c'est le premier point. C'est, on va dire, l'année charnière. L'année charnière qui a permis finalement un accès beaucoup plus large aux non-cotés. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est qu'en fait, nos gouvernants se posent la question depuis des années comment flécher l'épargne des Français, flécher tout l'argent qui se trouve sur les comptes courants ou les livrets vers l'économie réelle. Donc, c'est le carrefour, c'est la rencontre du meilleur des deux mondes entre d'un côté l'épargnant français qui a aujourd'hui du stock sur ses comptes courants, sur ses livrets, et de l'autre côté l'accès facilité au non-coté qui permet finalement d'investir dans l'économie réelle.
Donc, tout ce que tu viens d'expliquer, pour moi, Paul, est essentiel. L'idée derrière, c'est de comprendre que, par contre, il y a des enjeux à la fois de liquidité, à la fois de durée d'investissement et à la fois de performance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses un petit peu, il n'y a pas de martingale derrière le private equity. On n'est pas là pour ça ce soir. Mais par contre, c'est vrai que les performances aujourd'hui sont assez importantes, sont très importantes. Après, il faut bien sûr bien sélectionner les véhicules d'investissement. Il faut bien sélectionner également les sociétés avec lesquelles on travaille. Et troisième point, il faut se poser la question de la durée d'investissement et est-ce qu'on est prêt à avoir de la liquidité ou pas de la liquidité en fonction des supports que l'on va avoir. C'est très bien résumé. C'est pour moi essentiel de bien comprendre ce schéma-là et surtout, je rappelle cette période charnière qui est 2018-2019 qui permet de démocratiser parce qu'on me parle souvent de démocratisation, mais la démocratisation de l'offre aujourd'hui, elle arrive grâce à la loi Pacte qui donne accès finalement sur des véhicules grand public à du non-coté et permet finalement à l'épargnant français de convertir de l'épargne qu'il a aujourd'hui sur des livrets sur de l'investissement beaucoup plus productif avec des rendements qui sont finalement plus élevés, beaucoup plus élevés et qui vont lui permettre d'avoir plus de rendement au terme. Ça me permet de passer au slide suivant. Je me permets de faire ce lien parce que le lien avec ce slide, il est fondamental. C'est-à-dire que là, en fait, on vous a mis un slide qui permet aujourd'hui de comprendre comment finalement ce qu'on appelle un family office. Alors un family office en termes français, c'est en fait l'accès aux grandes fortunes. D'accord ? Aujourd'hui, comment les grandes fortunes gèrent leur argent. Et on constate qu'aujourd'hui, le private equity, donc le non-coté, plutôt que le private equity, le non-coté, l'investissement en non-coté devient une part prépondérante très importante et a grandi au fil des années et au fil des décennies. Aujourd'hui, le private equity correspond à plus de 20% de l'investissement global des actifs des grandes fortunes françaises. Alors, les grandes fortunes, vous les connaissez, vous avez un classement chaque année Challenge qui vous est donné. Eh bien, quand on parle des grandes fortunes, c'est les 500 premières fortunes de France qui ont plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Elles investissent beaucoup dans l'investissement non coté parce que ça leur permet d'avoir des rendements, bien évidemment, plus importants, mais ça leur permet également d'investir dans de l'économie réelle parce que quand on est une grande fortune aujourd'hui, on s'implique également dans le management des entreprises dans lesquelles on investit et c'est souvent, et on le verra, un effet booster pour l'entreprise qui lève des capitaux en non-coté. C'est-à-dire que souvent, on pourrait avoir le côté négatif des choses. Eh bien non, en fait, il y a aussi une grande part aujourd'hui dans les levées de capitaux, il y a une grande part d'accélération et de côté booster. Paul, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie, n'hésite pas. Non, c'est très complet. Alors en effet, il faut garder en tête qu'on part de loin, parce qu'aujourd'hui, sur et ce slide fait l'excellente transition, c'est que le private equity était réservé, je dirais, à certains profils d'investisseurs, historiquement des institutionnels, pour la simple et bonne raison que les tickets d'entrée ont compté en millions d'euros. La loi Pacte a été une décision très importante pour flécher l'épargne davantage des Français sur le private equity, sur le non-coté. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, ce qui est hyper intéressant, c'est que on voit que depuis les 10 dernières années, la collecte sur le non-coté est réalisée auprès des particuliers, elle a fait x5. On n'a pas encore les chiffres exhaustifs sur l'année 2024, mais si on prend l'année précédente, 2023, c'est près d'un quart de la collecte sur les fonds de private equity qui a été constitué par les particuliers. Donc on voit une accélération et on voit vraiment l'effet, je dirais, booster de la loi qui a mis en exergue, je dirais, l'intérêt d'investir en non-coté. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous écoutent, on doit absolument mettre plus de 20% de son patrimoine en private equity, chaque patrimoine étant unique, mais on part de loin en France. Si on regarde aujourd'hui les allocations dans les contrats d'assurance vie en private equity, on part plutôt d'une base 0 que de 20%. Entre 0% et 20%, il y a certainement un juste milieu à trouver. Nous, notre recommandation, on verra peut-être ça tout à l'heure sur les profils de risque, mais investir 5% de son patrimoine dans les contrats d'assurance vie en non-coté de manière globale, ça nous paraît extrêmement vertueux. Et les dernières lois passées, les derniers décrets, notamment de la loi Industrie verte à l'automne dernier, vont également dans ce sens-là pour inciter les assureurs vie français à toujours accompagner les épargnants à flécher leur épargne sur ce type de support. Alors, pour reprendre ce que tu viens de dire, je crois que c'est essentiel. Il faut, d'une part, bien évidemment, aujourd'hui être sensible à l'investissement de nos côtés. La deuxième, c'est bien évidemment le temps d'investissement, la durée d'investissement. Et la deuxième raison également, c'est le profil de risque qu'on a. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, très clairement, si on est un tempérament dynamique, qu'on a un profil de risque plutôt dynamique, eh bien, on va pouvoir avoir une pondération
assez élevé en non-coté. À contrario, si on a un profil plutôt prudent, il sera raisonnable de maîtriser son investissement et de ne pas dépasser les 2, 3, 4, 5% de l'investissement global des actifs financiers qu'on peut posséder. Alors, ce que je propose, c'est d'avancer et de rentrer dans le vif du sujet, de comprendre comment un fonds de non-coté est structuré. Quand on parle de structuration, c'est comment ça fonctionne en fait. Ce soir, on a voulu vous montrer au travers de ce webinaire réellement de vous donner, de soulever le capot en fait, de vous donner ce qu'il y avait dans le moteur, de vous montrer comment ça marche. Donc, il y a deux termes qu'on utilise, Paul. Il y a deux termes qu'on utilise dans le non-coté. C'est la courbe en J. Alors, je pense que c'est peut-être pas familier pour tout le monde ce soir, mais qu'est-ce que c'est la courbe en J? Je pense que tu vas y revenir. Et la deuxième, c'est l'illiquidité. C'est les deux facteurs essentiels du non-coté aujourd'hui. Exactement. Bah écoute, je pense que ce slide, cette diapositive, elle présente le private equity sous sa forme la plus pure. C'est historiquement comment sont constitués les véhicules d'investissement de non-coté. On a tout d'abord une équipe de gestion, une société de gestion qui va faire une tournée pour essayer de convaincre des investisseurs de faire partie de l'aventure et d'investir des capitaux non pas dans une société de gestion, mais dans un fonds. On parle vraiment d'une structure juridique fermée qui va accueillir des souscripteurs, des investisseurs. Et ce fonds-là, à un moment donné, il va fermer. Donc tout d'abord, on va collecter de l'argent auprès d'investisseurs. L'argent ne va pas être versé immédiatement par les investisseurs. Ils vont signer ce qu'on appelle des bulletins d'engagement, des bulletins de souscription, où en fait l'investisseur va s'engager à honorer les différents appels de fonds que le fonds connaîtra dans les prochaines années. Ça, c'est la première étape. Grâce à cet argent, l'équipe de gestion sait qu'elle a réussi à réunir un pool d'investisseurs avec X millions d'euros, parce qu'en général, on est sur des millions d'euros, si ce n'est des milliards. L'équipe de gestion peut se mettre en phase d'investissement. Donc, une fois que je sais que j'ai des investisseurs qui me soutiennent, je peux aller faire mon marché, ma sélection et rencontrer des entrepreneurs pour décider de les accompagner à leur capital et donc de déployer le fonds d'investissement dans mes premiers investissements. En général, nous, vous voyez, chez Apax, quand on lève ce type de véhicule, un fonds a vocation à investir dans une dizaine de sociétés. On va mutualiser le risque du fonds, non pas dans une société non cotée, mais sur une dizaine. Et à partir d'un moment donné, on va bloquer à la souscription le fonds. Donc, il n'est plus possible d'accueillir de nouveaux investisseurs puisqu'on a la taille suffisante, selon nous, pour déployer ce véhicule dans la dizaine de sociétés qu'on a en tête. Donc, pendant les 5 premières années, on va acheter des sociétés. Et cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. Ça veut dire quoi? C'est que le fonds va facturer des frais de gestion sur parfois une coquille vide, puisqu'au tout début, il n'y a pas forcément d'entreprise en portefeuille. Et sur les premières sociétés que le fonds va acheter, entre guillemets, la société, vous l'achetez à un prix 100, elle ne va pas valoir 115 le lendemain. Il faut donner du temps au temps, et c'est extrêmement important d'avoir cette notion de temps dans le private equity. C'est que le temps d'acheter une société, de commencer à créer de la valeur sur des chantiers très opérationnels que j'abordais en introduction, que ce soit sur de la croissance en organique, de la croissance externe, en rachetant des concurrents, en implémentant de nouveaux process, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Il faut donner un petit peu de temps aux entreprises pour créer de la valeur. Et donc, en fait, lorsque vous investissez dans un fonds de private equity qui lui-même investit dans des sociétés dans la durée, qui pour l'instant ne crée pas de valeur, mais en fait, vous payez des frais de gestion sur un actif qui ne se revalorise pas. Donc, en fait, vous êtes perdant au tout début de l'aventure. Donc, on est en courbe en J. Au début, on perd de l'argent. C'est inévitable. Ce que j'aimerais rajouter pour nos épargnants ce soir, en fait, la différence entre du non-coté et du coté, tu l'as bien expliqué, mais pour bien le traduire et pour donner une image. Quand j'investis sur du coté, aujourd'hui, très clairement, je me retrouve avec une société qui donne une valorisation quotidienne. Si aujourd'hui j'investis dans une société, une grosse société du CAC 40, tous les jours, j'ai une cotation. D'accord? Donc tous les jours, j'ai une cotation et ça me permet vraiment concrètement de savoir à quelle hauteur je me retrouve. Quand je suis sur du non-coté, j'investis dans une société sans savoir aujourd'hui quelle est sa valorisation. Ouais, sans savoir. Je connais sa valorisation à l'entrée, mais je n'ai pas une valorisation quotidienne. Et je n'ai une valorisation qu'au moment où je effectue une opération sur cette société. Donc, c'est quoi les opérations quand j'investis dans une société? Donc, quand j'investis dans une société, j'investis avec une valeur. Si j'investis dans une société qui vaut 100, comme l'a dit Paul, elle vaut 100. Donc, mon fonds déploie 100. Et demain, si elle vaut 150 ou 200 quand je la revends, c'est au moment où je la revends ou au moment où je l'introduis en bourse. Puisqu'en fait, les fonds de private equity, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont organiser les sorties de ces sociétés après une durée de conservation qui va être de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans.
Et quand en fait, ils vont sortir la société, ils vont matérialiser sa valorisation. Donc, soit par le biais d'une IPO, c'est-à-dire soit par le biais d'une introduction en bourse, soit par le biais d'une cession. Alors, le pire, bien évidemment, pour une société, c'est son dépôt de bilan, parce que ça arrive aussi. C'est-à-dire une société qui part au tapis, ça arrive dans le non-coté. Mais très clairement, l'objectif d'une société aujourd'hui de private equity, c'est justement de valoriser. Et c'est pour ça que pendant un certain nombre d'années, on va avoir une valorisation qui finalement va rester à 100. C'est-à-dire, je rentre dans une société qui vaut 100, elle vaut toujours 100 au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tant que je ne l'ai pas valorisée à sa sortie. Est-ce qu'on est d'accord, Paul, pour bien l'imager, pour bien comprendre? On est presque d'accord, Jean-Olivier. À la nuance près, c'est que la valorisation, elle va quand même bouger. Même si je n'ai pas revendu la société, nous, vous voyez, typiquement sur les 29 sociétés dont nous sommes actionnaires aujourd'hui chez Apax, tous les semestres, avec des auditeurs externes, des commissaires aux comptes externes, on se prête à l'exercice de la valorisation pour qu'il n'y ait pas un électrocardiogramme plat pendant 5 ans et que d'un coup ça grimpe. Donc on va être prudent, très prudent dans les valorisations semestrielles, puisque ce qui parlera peut-être aux personnes qui nous écoutent, c'est votre bien immobilier, vous avez beau faire venir un agent immobilier et l'expertiser tous les jours, tant que vous ne l'avez pas vendu, tant qu'il n'y a pas un acquéreur qui vous fait un chèque sur la table, chacun a le droit de dire combien ça vaut, mais le véritable prix, c'est lors de la cession. Pour autant, on ne va pas attendre la cession pour revaloriser. Tous les semestres, on se prête à l'exercice. On est très prudent. Et nous, en général, lorsqu'on vend une société, on la vend entre 15 et 30% plus cher que la dernière valorisation que nous avions de l'entreprise. Pour vous montrer à quel point on est prudent, mais pour autant, la création de valeur, elle se matérialise bien avant, heureusement, la cession de l'entreprise. Donc, j'avais caricaturé un petit peu à l'excès la valorisation, mais dans l'idée, c'est C'est d'avoir exactement vraiment, ça. Ouais. c'est vraiment d'avoir une vraie valo le jour où on cède la boîte. C'est-à-dire que concrètement, on Exactement. ne connaît sa valorisation exacte que le jour où on aura l'opération soit de cession, soit d'introduction en bourse. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la différence entre fonds fermés et fonds evergreen, sachant que finalement, les 2 slides qui vont suivre sont vraiment l'explication de la différence entre evergreen et fonds fermés. On entend les deux. Dans l'assurance vie, ce qui nous concerne ce soir, on a plutôt tendance à avoir des fonds evergreen qui sont en tous les cas en commercialisation, même s'il y a quelques fonds fermés qui sont disponibles. Est-ce que tu peux revenir sur la différence entre un evergreen et un fonds fermé? Ouais, très rapidement, un fonds fermé, c'est exactement ce qu'on vient de voir sur la diapositive d'avant avec ces fameuses courbes en J, à savoir une équipe de gestion fait une tournée pour séduire des investisseurs, puis on va pendant 5 années déployer le fonds en achetant des sociétés, puis les 5 années suivantes, on va vendre les fameuses sociétés avec une plus-value et on rend l'argent à l'investisseur. Ça, c'est très important, c'est que l'argent ne va pas être appelé à l'investisseur en une fois unique, c'est qu'on va en fait, comme je disais, faire des appels de fonds successivement pendant les 5 premières années durant cette phase d'investissement. Puis, pendant les 5 années suivantes, dès qu'une société sera revendue, on rend l'argent à l'investisseur. C'est-à-dire que c'est pas comme en bourse où tant qu'on n'a pas vendu, c'est ni gagné ni perdu. Là, pour le coup, dans un fonds fermé de private equity, lorsque l'actif est cédé, on rend l'argent à l'investisseur avec le gain. Dans le cas d'un fonds fermé, l'aventure, elle dure 10 ans. 5 années pour investir, 5 années pour recevoir les distributions. C'est très caricatural, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le concevoir. Et durant toute cette phase-là, on va réellement parler d'illiquidité. Si l'argent que vous avez engagé dans ce type de fonds, vous dites je veux en sortir pour financer un projet personnel, etc., c'est très très compliqué d'en sortir. Il existe un marché secondaire, mais gardez en tête qu'en fait c'est illiquide. Donc avant d'investir dans ce type de stratégie, il faut vraiment se donner un horizon de 10 ans devant soi. À l'inverse d'un fonds dit evergreen, qu'on traduira en français plutôt comme fonds perpétuel. Là, c'est un fonds qui ne va pas durer 10 ans, mais un fonds qui va techniquement avoir une durée de vie de 99 ans. Ça n'a rien de nouveau, hein, les fonds evergreen, ça fait longtemps que ça existe. C'est récemment introduit dans l'assurance vie, mais en fait, ça permet à des sociétés de gestion de créer des véhicules qui ne sont pas des millésimes de 10 ans, mais avec des durées illimitées. Et c'est théorique, hein. Un fonds evergreen ne va pas forcément durer 99 ans. Une société de gestion peut à tout moment décider de le fermer, mais on peut aller jusqu'à 99 ans si on le souhaite. Et pour la société de gestion, il y a beaucoup d'avantages. De manière historique, ça permet en fait à des sociétés d'investissement comme nous d'acheter les entreprises sans avoir la contrainte de rendre l'argent à l'investisseur dans les quelques années qui viennent, mais d'être actionnaire pendant très longtemps. Et donc en fait, ça permet d'avoir des véhicules d'investissement plus gros en termes de taille et d'avoir moins de pression, je dirais, sur le calendrier de cession des entreprises. Et pour les investisseurs, c'est extrêmement novateur puisque ça permet d'apporter de la flexibilité, de la simplicité, parce qu'en fait, on va pouvoir rentrer
et sortir, sous condition bien sûr, beaucoup plus facilement que dans un fonds fermé. Et je dirais que dans le cadre de l'assurance vie, pour les compagnies d'assurance vie, c'est quand même beaucoup plus simple de référencer désormais des fonds evergreen qui vont durer des dizaines d'années, plutôt que de référencer régulièrement des millésimes, puisque dès qu'un fonds fermé et géré en fin de collecte, il faut référencer à nouveau un nouveau véhicule. Un fonds evergreen est sur l'étagère, si je puis dire, pendant de très nombreuses années. Donc, pour beaucoup d'acteurs, que ce soit les sociétés de gestion, les investisseurs et les assureurs vie, il y a beaucoup d'avantages à utiliser les fonds evergreen. Alors, l'intérêt également, tu l'as dit tout à l'heure, au niveau de la démocratisation, c'est surtout le seuil d'accès aujourd'hui des véhicules, puisque aujourd'hui, très clairement, en fonction des contrats, on va avoir des seuils d'accès qui sont quand même assez bas. Alors, c'est marqué 1 000 € en assurance vie, donc ça, on reviendra sur les seuils d'accès dans nos contrats spécifiques sur Epargnissimo, mais très clairement, aujourd'hui, on a des seuils d'accès qui sont très bas. Normalement, le seuil d'accès sur le private equity en direct, c'est 100 000 €. D'accord. Aujourd'hui, au travers des contrats d'assurance vie, à partir de 1 000, 1 500, 2 000 €, on peut très clairement devenir un investisseur dans le non-coté et bénéficier finalement des mêmes sous-jacents que des investisseurs qui investiraient 100 000 € et plus. Absolument. Et nous, on a pris la décision suite à la loi Pacte, qui était une année charnière, tu le disais. Il y a eu la loi Macron, la loi Pacte et désormais la loi Industrie verte. L'idée est toujours la même, hein. Aider les Français à investir et flécher l'épargne dans le non-coté. Et nous, on a créé fin 2020 ce produit qui s'appelle APO, Apax Private Equity Opportunities, exactement donc pour essayer de rendre plus concret ce qu'on vient de dire. On a créé un fonds Evergreen dédié exclusivement à l'assurance vie française pour rendre beaucoup plus accessible, à partir de quelques milliers d'euros, l'investissement dans nos solutions d'investissement qui historiquement étaient réservées à plusieurs millions d'euros et aujourd'hui beaucoup plus démocratisé via cet accès qu'offre l'assurance vie avec les fonds Evergreen. Et sur le slide suivant, je pense que ça illustre ce que tu disais à très juste titre, Jean-Olivier, en introduction. C'est démocratiser ne veut pas dire qualité moindre. Nous, le choix qu'on a fait chez Apax avec le lancement de APO, c'est de se dire, c'est très simple, depuis 50 ans, notre métier, c'est d'investir en tant qu'actionnaire majoritaire dans des sociétés européennes. Désormais, on a 2 équipes d'investissement chez nous, une qui historiquement investit dans des grandes sociétés européennes et une qui nous a rejoint en 2017, qui va plutôt investir dans des PME francophones. Donc, on a 2 équipes qui vont analyser le marché, être très sélectif et investir dans des sociétés en tant qu'actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que fait APO? Dès que l'une de ces 2 équipes rentre en majoritaire via un de ses fonds institutionnels dans une société, le fonds APO, au même instant de raison, co-investira en direct, en capital dans la société en question. Donc en fait, ça va permettre de ne pas être en fonds de fonds, mais d'avoir, comme tu le disais, un fonds de co-investissement systématique extrêmement diversifié puisqu'on va y retrouver à la fois des sociétés de petite taille et de plus grande taille en termes de valorisation sur le marché de nos côtés, dans les secteurs d'expertise qui nous intéressent chez nous, la tech et les services. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on a voulu construire ce fonds avec la volonté de ne pas diluer la performance que nous faisons historiquement depuis plus de 50 ans pour nos investisseurs, de rendre ce fonds le plus pur possible avec les avantages qu'offrent l'assurance vie et les fonds Evergreen. Ok, merci Paul pour cette explication et en complément, je dirais qu'aujourd'hui, ça vous permet vraiment d'avoir une garantie de la qualité de l'investissement au travers du fonds APO et de savoir que finalement les sous-jacents sur lesquels vous allez investir, eh bien, vous allez avoir la même chose vraiment que l'investisseur institutionnel. Est-ce que tu peux revenir sur la construction d'un portefeuille diversifié et ce que vous faites au travers d'APO et des participations que vous avez au sein d'APO? Avec grand plaisir. Donc, comme je te le disais, on a lancé le fonds en fin 2020. Donc, il a fallu tout d'abord collecter de l'argent via les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, on est référencé chez une dizaine d'assureurs vie du marché français, notamment les partenaires d'Epargnissimo. Et en fait, en l'espace de 4 ans, si je fais le bilan, on a réussi à déployer le fonds APO dans 27 sociétés, 27 participations, dans les secteurs qui nous intéressent chez Apax, je le disais, la tech et les services. En termes de nombre de sociétés, on a quasiment autant de petites PME, on va dire des PME francophones. C'est pas des startups, c'est des PME qui sont rentables, j'insiste. On ne fait pas de venture capital ou de capital amorçage. On n'investit pas dans les startups chez Apax. C'est vraiment toute société doit être bénéficiaire
doit générer du bénéfice pour qu'on puisse s'y intéresser. Donc, dans le fonds APO, on a quasiment autant de PME francophones que d'entreprises de taille plus importante européenne. Mais en termes de montants déployés, on a aujourd'hui, je dirais, un peu plus de 80% de grandes sociétés dans le portefeuille. L'enjeu pour nous, c'est de continuer à co-investir APO dans toutes les opérations qu'on va continuer à faire chez Apax. Là, on a eu beaucoup d'opérations faites au niveau de la firme cette année. C'est pas loin de 5 acquisitions, 3 cessions pour l'ensemble de nos équipes, 25 opérations de croissance externe pour les sociétés en portefeuille. Donc, on voit bien que la baisse des taux qu'on a connue en 2024, elle a redynamisé tout l'écosystème du non-coté. Donc, APO a bénéficié de cet élan je dirais, d'optimisme et a participé à toutes ces aventures que je viens de rappeler. L'enjeu, il est très simple, c'est de poursuivre le déploiement. Aujourd'hui, il y a toujours 30% de cash à peu près dans le véhicule. En rythme de croisière, APO, il est calibré pour avoir une quinzaine de pourcentage en cash à tout moment pour honorer une partie de la liquidité. C'est hyper important. Donc mécaniquement, on ne peut pas s'attendre à avoir la même performance via APO que dans un fonds fermé où vous vous rappelez, on appelle l'argent des investisseurs lorsqu'on en a véritablement besoin. Là, dans le cadre d'APO, ça fonctionne comme tout support en assurance vie, en souscription et en rachat. Et pour honorer une partie des rachats, il faut que nous gardions en permanence une poche de cash, de liquidité, pour les éventuels rachats des investisseurs. Donc, ce fonds, il est calibré pour faire en rythme de croisière 10% de performance, entre 8 et 12. On y arrivera au fur et à mesure où le fonds sera davantage déployé, d'une part. Et vous l'avez compris, parmi les 27 sociétés qu'on voit à l'écran, on a déjà eu 3 sessions en 2024. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, ce qui a permis, vous le voyez, d'avoir une appréciation de la valeur liquidative du fonds APO. Et c'est véritablement, comme tu disais à juste titre, Jean-Olivier, c'est lorsqu'on cède une entreprise qu'on acte un gain réel. Là, sur les 3 sessions qu'on a connues cette année, c'est des multiples entre 2,5 fois brut la mise et 4,4 fois brut la mise. Je pense à cette société Diapason dans la tech. On a revendu Diapason 4,4 fois la mise brute seulement après 3 ans de détention. Donc ça peut aller vite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de market timing. Je ne peux pas vous dire si c'est le bon moment ou pas de rentrer sur APO. Il faut se donner un horizon de placement de au moins 5 ans, puisque 5 ans, c'est plus ou moins la durée d'accompagnement qu'Apax a dans chacune de ses participations. Et pour apprécier le potentiel de rendement d'APO, il faut garder en tête au moins 5 ans. C'est un cycle complet d'investissement d'une opération de LBO, comme on dit dans nos fonds. Donc là, on commence à avoir la performance, on commence à avoir une performance significative et représentative, bien qu'on soit encore au démarrage d'APO, puisque en fait, APO réellement en déploiement, ça a 2-3 ans. Aujourd'hui, le portefeuille commence à être constitué. Tu l'as dit toi-même, il y a quand même une poche de liquidité nécessaire, propre au fonds Evergreen, propre à l'assurance vie, parce qu'il y a un accord tacite entre les assureurs et les sociétés de gestion pour générer la liquidité. Donc, on ne peut pas s'attendre à 100% de la performance qu'on aurait sur un fonds fermé, sur lequel l'engagement serait total et sur lequel, par contre, la contrepartie, ça serait la capacité de ne pas pouvoir sortir, alors que sur un fonds comme APO, on va avoir quand même des conditions de liquidité beaucoup plus assouplies. Complètement. On est d'accord. On parle plus de semi-liquidité que de véritable liquidité. Je pense que c'est très important de le rappeler, puisqu'il faut bien garder en tête que l'actif financé, au final, ce sont bien les sociétés non cotées. Donc, c'est pas totalement liquide, mais il y a en effet une souplesse et c'est une manière d'apporter de la liquidité à des investisseurs qui en ont beaucoup plus besoin de liquidité que des institutionnels. Et ce graphe, il reprend tout ce qu'on vient de se dire, Jean-Olivier. C'est la courbe en J au début. Elle a duré 1 an et demi. Et depuis l'été 2022, on voit que ça monte progressivement à deux occasions. Ça monte lorsque le portefeuille est… Ouais. Excuse-moi, juste, je me permets de le dire parce que là, on voit bien la courbe en J, sachant qu'on est quand même sur un fonds Evergreen. Donc aujourd'hui, un investisseur peut rentrer aujourd'hui sans aucun problème sur APO et bénéficierait finalement d'une disparition pas d'une disparition, mais d'un effet moindre de la courbe en J, puisqu'il pourrait rentrer aujourd'hui et même s'il rentre dans un cycle d'investissement de 5 ans, finalement, il subira beaucoup moins la courbe en J que ce qu'il aurait pu avoir dans un fonds fermé. Tu as parfaitement raison. Tu as raison. En fait, techniquement, le fonds n'a plus de courbe en J au niveau global, puisque la durée moyenne de détention d'une société, tu disais, c'est entre 2 et 4 ans. Donc, c'est les sociétés qui gagnent en maturité, qui sont en création de valeur. La courbe en J
intrinsèquement, elle redémarre à chaque nouvelle opération d'investissement. Mais cette opération, elle est noyée parmi près de 30 sociétés. Donc finalement, au niveau global, la performance de APO ne devrait plus connaître cette fameuse courbe en J qu'on a connue au tout départ, au tout début du fonds. Et ça grimpe, vous voyez, progressivement. On est à moins de 5% de volatilité embarquée sur la valeur liquidative depuis le lancement d'APO. La VL, comme on dit, la valeur liquidative, elle grimpe à 2 reprises. Tous les semestres, lorsqu'on revalorise le portefeuille, avec cette prudence qui nous caractérise, comme je disais tout à l'heure, mais surtout lorsqu'on connaît des sessions. On a connu 3 sessions en 2024 et c'est souvent là où on a vu les gains, je dirais, de la valeur liquidative. Et parmi les 27 sociétés qui nous restent en portefeuille, là, si vous comprenez mon discours, on accompagne chaque société en moyenne pendant 5 ans. Pour certaines d'entre elles, ça fait entre quelques mois et 4 ans qu'on les accompagne. Il faut s'attendre naturellement à une vague de cessions d'entreprises au sein d'APO dans les prochaines années. Et comme tu disais parfaitement, c'est lorsqu'on vend qu'on acte un gain. Donc, l'objectif de faire entre 8 et 12% net de frais de gestion, on est, je pense, parfaitement en phase. Si là, je dirais, sur un an glissant, on devrait, les chiffres que vous voyez à l'écran étaient arrêtés à fin octobre. Je pense qu'en étant prudent, on peut s'attendre entre 6 et 8% net de performance pour APO sur une année glissante. Le tout avec uniquement 3 sessions et avec tout de même 30% de liquidité. Quand le fonds sera véritablement en rythme de croisière, l'objectif que je viens de rappeler devrait être atteignable. En tout cas, on est parfaitement à l'aise avec le budget, si je puis dire. Merci Pierre, merci Paul, pardon. Voilà, excuse-moi, j'étais en train de. Jacques. Non, j'étais en train, excuse-moi Paul, mais j'étais en train de voir qu'il y avait beaucoup de questions de la part de Pierre qui sont posées. Et j'étais en train de dire qu'il fallait qu'on réponde quand même un peu aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées par Pierre concernant les investissements dans le non-coté. Je pense plutôt sur des investissements en direct et plutôt sur qui avait attrait plutôt au premier webinaire que nous avions fait, puisque Pierre nous interroge sur l'intérêt du PE en secondaire. Pierre nous interroge sur le fait est-ce qu'il y a une prime à payer comme ce qu'on pourrait avoir dans un fonds fermé en fonction de la période de commercialisation. Justement, l'investissement dans APO, Paul, tu peux y revenir dessus, c'est aussi la capacité de finalement bénéficier de beaucoup d'attraits du non-coté sans en avoir trop les inconvénients. A contrario, c'est avoir aussi plus de liquidité, mais d'avoir un peu une dégradation de la performance et de ne pas avoir 100% de la performance. Mais c'est moins technique que la gestion des appels de fonds, par exemple, sur un fonds fermé. Là, tout est lissé. Ça permet d'avoir finalement quelque chose sur lequel on rentre dans un investissement non coté sans en avoir les contraintes. Non, complètement. Alors, je pense que il y a 2 notions dans les fonds fermés. La performance, on va essentiellement la traduire en ce qu'on appelle le TRI. Je pense qu'il faut être très vigilant sur la notion de TRI, puisque lorsqu'on dit typiquement qu'un fonds fermé, nous historiquement, vous voyez, un fonds fermé chez Apax, on génère près de 20% de TRI brut. Ça ne veut pas dire que si vous mettez 100 000 euros dans un fonds fermé, vous allez faire 20% par an pendant 10 ans. C'est pas du tout ça. Le TRI, c'est vraiment lorsque j'appelle de l'argent, quelle est la performance que je vais générer sur cet argent que j'ai appelé à l'instant T. Donc, la notion de TRI, c'est vraiment, il faut avoir cette notion de temps passé par rapport au capital qui a été appelé. Il n'y a rien de plus compliqué, tu disais, il faut avoir une gymnastique et il faut y être préparé dans un fonds fermé. Je m'engage à hauteur de 100 000 euros. Ça ne veut pas dire que mes 100 000 euros vont être appelés tout de suite. Ou peut-être que je vais être appelé, d'ailleurs, pas en totalité, in fine, à hauteur de 90%, pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais de mon argent sur lequel je me suis engagé à honorer des appels de fonds et qui pour autant n'ont pas encore été appelés? C'est-à-dire que je ne peux pas le placer en bourse, par exemple, parce que imaginez que je dois honorer un appel de fonds 6 mois après et qu'on est en plein crack, je ne vais pas vendre à perte. Donc, ça nécessite d'avoir des moyens de placement de trésorerie à très court terme pour quand même ne pas laisser l'argent sur un compte courant. Mais il y a cette gymnastique de savoir honorer les appels de fonds, etc., etc. Tu le disais parfaitement, dans un fonds Evergreen comme APO, il n'y a pas de prime à payer d'égalisation. Tout nouveau souscripteur rentre dans l'aventure sans payer d'indemnité aux anciens. C'est un fonds Evergreen dans lequel il y aura des nouveaux investisseurs et puis des personnes qui vont sortir. C'est le jeu du fonds Evergreen. Donc, il n'y a pas de prime à payer pour investir dans APO. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'appel de fonds à gérer. C'est qu'on est dans l'assurance vie. Je souhaite investir 10 000 euros sur APO. Je souscris via mon assurance vie 10 000 euros, ils sont prélevés par l'assureur tout de suite. Et pour matérialiser mon gain, pour le coup, il n'y a pas de distribution faite aux investisseurs d'APO. Si vous voulez prendre vos gains, vous devez
acter la plus-value, il faut sortir d'APO, un peu comme un fonds boursier. Donc c'est pas vendu, c'est ni gagné ni perdu. Pour APO, c'est un peu pareil. Il y a une valeur liquidative qui va s'accroître au fur et à mesure du fonds. Si vous voulez acter un gain et l'empocher dans votre poche, il faut à un moment donné sortir. C'est la grande différence. Merci Paul pour cette explication très précise. Vers Pierre, pour le coup, qui se posait donc ces questions. Je propose, pour finir ce webinaire, parce qu'il me reste très peu de temps, de rentrer dans le vif du sujet sur les contrats d'assurance vie que nous avons en portefeuille et que nous avons la capacité de vous présenter. Bien évidemment, le fonds APO, et on y reviendra sur le 3e webinaire, vous le retrouvez au sein de nos contrats en disponibilité. Donc aujourd'hui, on a 2 contrats. On a un contrat qui s'appelle Croissance Avenir, qui vous donne aujourd'hui accès, vous avez un ticket d'entrée à 100 €, 1000 € si vous voulez rentrer en gestion pilotée, mais ce soir, on va rester sur le cadre de la gestion libre. Version programmée, 25 € par mois. Bien évidemment, ce contrat est à 0 de frais d'entrée, 0 de frais d'arbitrage. Donc, vous pouvez bien évidemment investir sur plus de 700 supports en unités de compte, dont APO, bien évidemment. Et c'est pour ça que ce soir, il était important de revenir sur l'offre que nous avions à votre disposition. Il y a 2 modes de gestion, la gestion libre et la gestion pilotée. On reste dans le cadre de la gestion libre ce soir pour la partie non cotée. Je rappelle que même aujourd'hui en gestion pilotée mandat d'arbitrage, il y a, comme l'a dit Paul tout à l'heure, une obligation de mettre du non coté depuis la loi Industrie Verte. Donc c'est tout nouveau, hein, ça arrive en ce moment, ça va être déployé sur les contrats d'assurance et nous avons, nous, une offre spécifique compatible loi Industrie Verte. Deuxième contrat, c'est le contrat NetLife 2. Il est accessible à partir de 1000 €. Là aussi, vous avez 0 de frais d'entrée, 0 de frais d'arbitrage. Vous avez plus de 900 supports aujourd'hui en unité de compte. Et vous avez là aussi une offre en non-coté très diversifiée. Et je vais y revenir juste derrière. Là, on vous a fait un tableau qui représente l'offre globale de ce que nous avons en non-coté chez Epargnissimo sur les 2 contrats Croissance Avenir et NetLife 2. Donc, comme vous le voyez, la ligne Apax Private Equity Opportunities est disponible à la fois sur Croissance Avenir et sur NetLife 2. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous pourriez mixer, pour reprendre des questions qui ont été faites, qui ont été soulevées par Pierre, vous pourriez justement à l'intérieur de vos contrats mixer différentes stratégies. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le vif du sujet des stratégies puisqu'on l'a vu sur le premier webinaire, mais très clairement dans APO, on investit en equity, on investit dans des actions non cotées. Aujourd'hui, dans le non coté, justement, vous pourriez investir dans de l'infrastructure, vous pourriez investir dans de la dette. Aujourd'hui, vous pourriez très bien construire un portefeuille dans vos contrats d'assurance vie qui soit diversifié. Donc, pour répondre à Pierre qui posait la question sur les stratégies, il est tout à fait possible aujourd'hui de se constituer un portefeuille multi-stratégie dans un contrat d'assurance vie avec des tickets et des seuils d'accès qui sont finalement assez faibles par rapport à des investissements qui seraient faits en direct. Donc, aujourd'hui, très clairement, vous avez un choix multiple qui vous est proposé au travers des contrats d'assurance qui sont les nôtres. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de l'équipe, hein, que ce soit Xavier, Ramona, Rémi. On sera là, bien évidemment, pour vous y répondre. Céline également, qui nous a rejoint depuis peu de temps. Et vous aurez tout à fait le loisir de leur poser des questions et ils seront là pour vous accompagner dans les choix que vous pourriez faire pour que vous ayez finalement un portefeuille équilibré et diversifié. Alors, moi, je voulais juste terminer sur une allocation, on va dire, diversifiée, efficace pour un profil équilibré. Aujourd'hui, très clairement, dans les contrats d'assurance vie, c'est l'intérêt des contrats d'assurance vie. Dans les contrats d'assurance vie aujourd'hui, vous avez tout à fait la possibilité de retrouver à la fois des actifs cotés et non cotés. Vous pouvez aussi mettre des actifs immobiliers, même si aujourd'hui l'immobilier est moins, on va dire, est moins bankable est moins à la mode depuis 2 ans de par les problématiques de liquidité ou de performance. Et vous avez également Fonds Euro, qui est également un support très spécifique et qui est propre au contrat d'assurance vie. Donc aujourd'hui, si vous avez un profil équilibré, vous pourriez très bien construire un portefeuille au travers d'un quart en obligations et actions, en fonction bien sûr des marchés, sur des entreprises cotées. Et vous pourriez avoir donc des obligations cotées également, de l'immobilier au travers des véhicules qui soient des véhicules plutôt plus récents, diversifiés, qui répondent à des besoins sociétaux, hein, par exemple des actifs de santé. Voilà, vous pouvez vraiment avoir une diversification. Le fonds en euros traditionnel qui vous permet d'avoir finalement une poche de liquidité, et dans le non coté,
APO avec Apax, mais vous pourriez également avoir dans votre portefeuille de non-coté un peu d'infrastructure et un peu de dette. Et quand vous ajoutez les 3 stratégies, vous aurez une stratégie tout à fait équilibrée et bien diversifiée. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Paul, globalement? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette stratégie qui peut répondre vraiment à beaucoup de besoins chez l'investisseur? Alors, je modère juste 2 choses. Et je te laisse la parole parce que je t'interroge, mais 2 choses importantes. La première, profil de risque. On respecte bien évidemment le profil de risque. Deuxième sujet, la durée d'investissement, qui est aussi un point fondamental. Écoute, moi, je conclurai simplement en disant que vous avez beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui un des acteurs d'épargne en ligne comme Epargnissimo qui profite de cette vague je dirais, qui permet de légiférer et d'accompagner cette démocratisation. Vous avez beaucoup de chance puisqu'en fait, à partir de quelques centaines d'euros, de milliers d'euros, de vous constituer une allocation, non pas en fonds de fonds qui viendrait accumuler potentiellement des frais. Vous avez l'avantage d'avoir non seulement sur l'enveloppe que je redécouvre d'Epargnissimo, vous avez 0 frais d'arbitrage, de souscription, etc. Qui plus est, vous pouvez vous faire votre bloc, votre allocation très diversifiée selon votre profil de risque. Tu le rappelais très bien, tu peux mettre tout l'écosystème du non-coté, de l'immobilier, de la dette, de l'infra, du private equity pur, du secondaire, du primaire, enfin tout ce qu'on avait abordé lors du premier webinaire. Tout ça, je dirais, à quelques clics de l'investissement, tout est vraiment beaucoup plus simple. Je pense qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui de vivre cette révolution de l'investissement et de l'épargne où on peut vraiment se constituer des allocations sur mesure, très sophistiquées, à moindre coût et avec des frais de gestion très très maîtrisés. Donc je pense que c'est une bonne synthèse pour bien expliquer à chacun que chaque stratégie est unique. Il ne faut pas se précipiter et faire du non-coté à tout prix. Ça reste très pertinent selon le profil de risque d'en intégrer une partie. Pour les plus dynamiques, 15-20% me paraît très raisonnable déjà. À partir de 5% pour diversifier, c'est déjà une bonne idée. Et il y a multitude de supports à votre disposition. Donc je pense que c'est une chance qu'il faut savoir saisir, à mon avis. Alors, je remercie tous nos auditeurs, tous nos épargnants qui ont posé beaucoup de questions ce soir. On a eu beaucoup de questions. On espère avoir répondu à peu près à toutes les questions. Il y avait également une question sur les frais, mais quand on parle de performance tout à l'heure, c'est des performances nettes de frais de gestion du fonds, mais pas du contrat. D'accord ? Donc, les frais de gestion du contrat chez Epargnissimo, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe commerciale et ils reviendront, que ce soit sur NetLife 2 ou que ce soit sur Croissance Annuaire pour vous donner les frais de gestion qui sont propres au contrat. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout. On a répondu à toutes les questions sur la pondération à avoir, sur les millésimes, sur la globalité et sur la diversification. On vous remercie grandement. Je vais lancer deux sondages pour voir un petit peu ce qu'il en résulte après presque 1 heure de webinaire. Il a été très long ce webinaire, mais ça veut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de choses à dire. Donc, première question sur le critère le plus important pour vous aujourd'hui sur le non-coté. Vous avez plusieurs réponses qui sont possibles. N'hésitez pas à y répondre, ça permet d'un peu d'avoir la température. C'est assez équilibré en fait. Voilà, on le voit. La réputation est importante. Alors ça tombe bien, Apax, c'est une des plus vieilles maisons de gestion dans le non-coté en France. Et on remercie d'ailleurs Paul pour sa disponibilité ce soir. J'étais très heureux de partager cette heure avec toi, Jean-Olivier, et avec tous nos auditeurs. Merci beaucoup de votre intérêt pour la classe d'actifs. Je vous le disais, on part de loin. Il y a beaucoup de démocratisation, beaucoup d'évangélisation pour apprécier, pour appréhender cette classe d'actifs qui est assez récente. Donc à nouveau, ne jamais se précipiter avant d'investir, bien comprendre les tenants, les aboutissants. On a parlé de liquidité, plutôt d'illiquidité en l'occurrence ce soir, mais également de potentiel de performance attractif. Voilà, il faut mettre tout ça dans un checker et bien analyser son profil. Mais en tout cas, j'étais très heureux d'être avec vous. Et puisque c'était une trilogie, je crois qu'on se retrouve dans quelques semaines, Jean-Olivier, pour le 3e épisode de la série. Tu as fait une transition magnifique, Paul, puisque j'allais dire 2 choses ce soir. Bien évidemment, on se retrouve bientôt pour le 3e webinaire dédié au non-coté. D'autre part, vous avez notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez notre premier webinaire et sur laquelle vous allez avoir certainement des réponses, entre autres aux questions que vous avez posées ce soir. Vous avez nos réseaux sociaux, Facebook, X, LinkedIn, et on vous invite honnêtement à vous abonner à nos chaînes. Voilà, on a essayé d'être le plus concret possible. Notre équipe donc se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le non-coté.
On vous remercie, on vous dit à très très vite. On vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre attention. On a un peu débordé par rapport à l'objectif de timing, mais c'est qu'il y avait beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie ce soir. Merci Paul encore pour cette heure passée ensemble à démocratiser le private equity. Avec grand plaisir. Merci Panissimo, merci beaucoup Jean-Olivier. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt.